Quand octobre se teinte de rose, c'est pour nous rappeler que le premier cancer chez la femme, c'est le cancer du sein. Alors, témoignages, progrès, nouvelle prise en charge, on voit ça tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau, le docteur Eba Al-Qassam. Vous êtes chirurgien plasticien, scénologue à l'Institut Gustave Roussy. En clair, vous opérez les tumeurs et vous reconstruisez les seins. C'est un petit peu ce que vous faites. Docteur Barbara Pistilli, vous aussi, vous êtes à Gustave Roussy, vous êtes oncologue médical et vous êtes membre du comité, j'en bafouille, pathologie mammaire. Oui, tout à fait. Bonjour. Voilà. Et avec nous sur le plateau aussi, Laurence Safar. Vous avez eu la gentillesse de venir témoigner de votre expérience aujourd'hui. Racontez-nous ce qui s'est passé. Bien. Alors, on m'a diagnostiqué un cancer en novembre 2012. Donc, avec mastectomie, on a prélevé les ganglions qui étaient déjà atteints. Donc, ce qui veut dire derrière... Mastectomie, pour ceux qui ne savent pas, on vous a enlevé... On m'a enlevé le sein jusqu'aux côtes. Voilà, parce que j'avais des microcalcifications, donc en fait c'était un cancer fulgurant partout sans aucun symptôme avant. Je tiens à le dire, c'est important quand même. Donc obligé de tout enlever, donc on a enlevé les ganglions, après on m'a annoncé... Excusez-moi, je vous coupe, vous aviez quel âge? Eh bien j'avais 48 ans. D'accord. Donc c'était ma première mammographie, on m'annonce ça direct. Voilà, donc sans avoir aucun symptôme avant. Donc mastectomie, on a enlevé les ganglions, donc ce qui veut dire qu'après le protocole de soins, c'est chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie. Ça a été très compliqué parce que je ne supportais pas aucun traitement, donc c'était très très dur. Et après tout ça, pour la reconstruction, on m'a proposé de prendre le grand dorsal avec une prothèse et ça ne me convenait pas, donc j'ai cherché de moi-même. Qu'est-ce qui me plaisait comme méthode, voilà. Et j'ai opté pour le Brava. Alors le Brava. Donc le Brava, c'est une nouvelle technique qui existe depuis pas très très longtemps. Et donc c'est une coque en silicone qu'on porte 10 heures par jour et on enlève l'air, donc ça fait pousser la peau en fait. C'est comme un expandeur pour les os. Et donc tous les 3 mois, on a une opération, un lipofilling, on prend la graisse, il la nettoie et il la réinjecte. Donc en tout, j'ai eu 13 opérations, je dois avoir la 14e bientôt. 13 opérations, 13 lipofilling. Oui. C'est-à-dire 13 fois on vous a prélevé de la graisse pour injecter. Parce qu'au début, c'était un peu... Alors c'est embêtant, mais en même temps c'est bien, vous pouviez grossir. Oui, non, pas trop quand même, parce qu'avec le traitement, j'avais pris 35 kilos que j'ai reperdu, mais c'était pas gagné d'avance, puisque en dessous, j'avais la paroi toute noire due à la radiothérapie, et qu'après chaque lipofilling de reconstruction, je faisais des nécroses. Et j'ai envie de vous poser une question. Pourquoi vous avez choisi cette méthode? Parce qu'elle est quand même contraignante. 13 lipofilling, c'est alors, il y a des raisons. En fait, c'est mon chirurgien, M. Mimoun, qui a choisi cette méthode par rapport à mon cas. Et comme au début, c'était pas gagné, que j'avais la peau qui était vraiment collée sur la paroi, c'était pas dit du tout qu'on allait réussir à obtenir quelque chose. Donc, c'est vraiment une bataille qu'on a menée tous les deux de front. Voilà, moi, j'ai pas lâché, et il m'a beaucoup soutenu, il a fait ce qu'il fallait pour qu'on y arrive. Mais c'était pas gagné d'y arriver. C'était très long. Aujourd'hui Eh ben, aujourd'hui, ça ne se voit pas du tout. Voilà. C'est très belle, c'est vrai, faut le dire. Personne ne peut imaginer que, comme il dit, c'est mon sein. Mais pour moi, c'est mon sein fabriqué avec moi-même. Mais personne ne peut imaginer qu'il a été refait. Et au niveau du ressenti, de la palpation des seins, c'est pareil. C'est pareil. J'ai envie de vous poser une question indiscrète au niveau de votre vie de couple. Oui, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Donc vous êtes contente en fait de la technique que vous avez choisie aujourd'hui? Je suis très dur, mais je suis contente. Il y a beaucoup de femmes qui arrêtent, qui ne vont pas jusqu'au bout de cette technique parce qu'elle est longue, donc ça veut dire des opérations et surtout le port de l'appareil. Ça s'est étalé sur combien de temps? Ben moi, ça a duré 3 ans et demi quand même. Oui, donc c'est très long quand même. Voilà, et surtout, cet appareil fait mal à porter. Mais c'est efficace, le résultat est efficace. Donc il faut vraiment être déterminé pour arriver jusqu'au bout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut laisser aux femmes finalement le choix dans leur traitement, parce que c'est leur corps, ça leur appartient. Donc qu'est-ce que vous en pensez, vous qui voyez les malades tous les jours?
Oui, c'est une chose qu'on discute tous les jours avec nos patientes en fait. Et c'est toujours un parcours qu'on fait ensemble, c'est-à-dire qu'on discute les différentes options, les chirurgiens pour ce qui concerne la reconstruction bien sûr. Et moi, de mon côté, moi je suis oncologue, je discute avec la patiente les différentes options en termes de thérapie systémique. Mais rien ne doit être jamais imposé en fait. Chaque fois, il faut bien faire comprendre à la patiente quels sont les risques et les bénéfices de chaque traitement qu'on met sous la table en fait. Voilà, et c'est la femme qui choisit. Alors, dites-moi, vous m'avez dit, ça a été ma première mammo et on m'annonce ça. Oui. Ça a été un choc, non? Eh ben, en fait, on a sa vie qui défile devant vous et le ciel nous tombe sur la tête et vous perdez tout. Moi, j'ai perdu mon travail, mes amis, mon amoureux de l'époque, tout s'écroule, votre vie s'arrête d'un seul coup. Parce que c'est vraiment un choc, il n'y a aucun symptôme avant. Non seulement on vous annonce que vous avez le cancer. C'est la maladie ou finalement c'est tout ce qui découle? Ah, c'est ce qui découle, parce qu'il y a le cancer, déjà il faut l'accepter. Après on vous dit qu'il faut enlever le sein en urgence. En urgence. Donc ça veut dire être amputé. Après les traitements, plus de cheveux, plus de cils, plus rien. Et là on perd toute sa féminité. Donc c'est ça qui est terrible. C'est tout le après. Il n'y a pas que le cancer. Parce qu'accord on peut encaisser, on va dire, qu'on soit malade, qu'on se soigne, mais on perd tout ce qu'il y a autour. Donc c'est ça qui est compliqué à récupérer. Donc là, c'est l'important d'être encadré. Et donc justement, Barbara Pistilli, j'ai l'impression que les progrès aujourd'hui, ils tournent beaucoup autour de ça, autour de la prise en charge globale de la maladie, de l'annonce à la chirurgie, au traitement et au suivi esthétique, psychologique. C'est comme ça aujourd'hui? Oui, tout à fait. Je dois dire que les progrès sont vraiment autour de la prise en charge globale de la patiente. Et je voudrais souligner deux aspects en particulier. Le premier est que quand on regarde le cancer du sang précoce, en fait, aujourd'hui, nous avons à disposition des signatures génomiques, c'est-à-dire des analyses plus en profondeur de la tumeur. On va regarder l'ADN de la tumeur pour comprendre s'il y a des anomalies spécifiques qui nous permettent de bien mieux comprendre quel est le risque de rechute pour la patiente et de proposer une sorte de désescalade thérapeutique. Et c'est quelque chose que nous proposons surtout sur certains sous-types de cancers du sang, qui sont les cancers du sang hormonodépendants, pour lesquels on avait, il y a quelques années encore, les doutes si faire ou pas la chimiothérapie, alors qu'on peut aujourd'hui répondre un petit peu mieux à cette question en utilisant les signatures génomiques. Donc ça, c'est déjà un pas en avant énorme. Ça nous permet d'éviter la chimiothérapie là où n'est pas vraiment nécessaire. La signature génomique, elle est prédictive de l'évolution de la maladie, c'est ça? On est dans ce qu'on appelle la médecine prédictive? Oui, c'est de la médecine prédictive en fait. C'est prognostic en fait. C'est quelque chose qui va nous dire quel est le risque de rechute pour un certain type de cancer par rapport à sa biologie au cours des prochains 10 ans. Et c'est par rapport à cette réponse qu'on peut choisir dans des cas spécifiques si faire ou pas la chimiothérapie. Ça, c'est déjà un progrès énorme. Nous avons à disposition des signatures différentes. Ce n'est pas le contexte pour les lister, mais bien sûr, ça, c'est déjà très important. Et je trouve que toujours dans les cancers du sang précoce, quand on reste donc dans les cancers du sang qui n'ont pas donné de métastases, de plus en plus, nous sommes en train de mettre en place des interventions importantes, des médecines personnalisées, encore une fois, dans l'après-cancer. Donc pour les patientes qui ont déjà vécu leur parcours, chimiothérapie, chirurgie bien sûr, la radiothérapie, qui sont sous hormonothérapie ou qui ne sont pas sous hormonothérapie. À Gustave Roussy, par exemple, nous avons tout un programme d'après-cancer. Il y a un programme, par exemple, pour faire perdre les poids aux patientes qui ont pris du poids pendant la chimiothérapie, parce que ça peut réduire aussi la fatigue liée à tous les traitements que la patiente a reçus. Et c'est très important, en fait, de les accompagner dans ces parcours-là. Moi, je suis un parcours, un programme d'intervention pour améliorer, par exemple, l'observance à l'hormonothérapie, parce que c'est là aussi, c'est une problématique majeure pour les patientes. Quelle est la problématique par rapport à l'observance en hormonothérapie? Merci pour cette question, parce que c'est un petit peu mon obsession. J'ai cru comprendre, c'est pour ça que je voulais poser la question. Je me suis dit, tiens, elle veut parler de l'hormonothérapie. Allez, je lui pose la question. En fait, c'est un programme que je suis avec une collègue, surtout de Gustave Roussy, qui est le Dr Baz. Et c'est un programme qui cherche de comprendre quels sont vraiment
la vraie prévalence de la non-observance à l'hormonothérapie chez les femmes, surtout chez les femmes préménopausées, qui sont plus à risque d'avoir des effets secondaires de l'hormonothérapie, et comprendre aussi quels sont les facteurs associés à la non-observance. Tout ça, nous sommes en train de le faire sous la grande cohorte Canto. Je me permets de souligner qu'est-ce que c'est la cohorte Canto. La cohorte Canto, dont la France doit être fière, en fait, c'est une grande cohorte de patients avec un cancer du sang précoce qui sert pour évaluer quelles sont les toxicités à long terme de l'hormonothérapie et de tous les traitements que la patiente a reçus pour son cancer. Et nous sommes en train de chercher de mieux comprendre quelles sont les problématiques liées à la non-observance dans cette cohorte. Vous avez suivi l'hormonothérapie? Alors, à la base, c'était prévu pour 5 ans et après 7 ans, 10 ans, je l'ai pris 3 ans et demi parce que j'ai pris 35 kilos. Je ne pouvais plus marcher, plus bouger. J'étais devenue un légume. Donc, avec mon oncologue, on s'est mis d'accord que comme les contrôles allaient bien, je stoppe parce que j'étais couchée. Hein, on ne me reconnaît pas. Hein, voilà. Et ce qui m'a permis de reprendre un peu une vie active, de pouvoir refaire du sport, de reperdre mon poids, de bouger. Et aujourd'hui, tout va bien. Oui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand vous m'expliquez par où vous êtes passé et que je vous vois aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est incroyable, oui. Elle est belle, Laurence. Oui, hein? oui. C'est incroyable. C'est vrai. Alors, si j'ai bien compris, les tendances sur le plan technique, c'est réduire et cibler. Alors vous faites aussi ce qu'on appelle du traitement au pied du lit, c'est-à-dire vous faites des analyses de sang et puis vous regardez s'il y a encore des traces de cellules cancéreuses et tout ça pour doser la chimio. Hein? Oui, ça, nous le faisons surtout chez les patients qui ont un cancer du sang qui est déjà métastatique, pour mieux comprendre quelles sont les anomalies acquises par la tumeur au cours du temps, en fait. Les tumeurs peuvent changer au cours du traitement et prendre des anomalies, développer des anomalies qui n'étaient pas présentes avant. Et donc les biopsies liquides, donc la recherche de l'ADN tumoral circulant, ça permet de mieux regarder la biologie de la tumeur, ses modifications au cours du temps et donner à la patiente, dans certains cas, des traitements qui sont ciblant certaines anomalies. Et c'est encore une fois une autre évolution dans les traitements et dans la prise en charge personnalisée. Alors, je sais que ce n'est pas tout à fait votre spécialité, mais la radiothérapie péropératoire, qu'est-ce que c'est ça? Oui, la radiothérapie périopératoire, c'est une radiothérapie qui est réalisée avant la chirurgie. Et encore une fois, ça permet quelquefois de faciliter un petit peu le travail des chirurgiens. Ça permet de réduire la taille de la tumeur. Mais c'est encore quelque chose qui est fait dans le contexte des essais cliniques. Nous avons actuellement des essais cliniques qui vont démarrer dans ce contexte avec Gustave Roussy. Et donc, c'est encore une fois quelque chose qui fait partie de cette stratégie de désescalade thérapeutique pour les patients avec un cancer du sang précoce. Alors la chirurgie, on va en parler avec vous, parce que j'ai l'impression que la tendance de ces dernières années, c'est, et on le voit bien, on le sent bien, c'est une meilleure prise en compte de la qualité de vie des femmes. Et ça compte, ça, dans le geste chirurgical. Il s'est amélioré, le geste chirurgical. Est-ce que ça veut dire que on prend aujourd'hui plus en compte les problèmes d'esthétique, de douleur, de séquelles fonctionnelles? Comment vous appréhendez maintenant les femmes que vous allez opérer? Alors, déjà, d'abord, on peut parler de traitement conservateur. Là où on garde le sein, on n'enlève que la partie malade. Donc, pour avoir une meilleure qualité de vie pour la patiente, en évitant les séquelles esthétiques douloureuses, on associe systématiquement la plastie lorsqu'on enlève la tumeur. Ça veut dire qu'on fait l'ablation de la tumeur et en même temps, on fait un remodelage de sein. Plastie, donc c'est ce qu'on appelle l'oncoplastie. Voilà, ça, on appelle ça l'oncoplastie parce que c'est l'ablation de tumeur et associée avec la chirurgie plastique pour le remodelage de sein, pour éviter les déformations de sein que sera aggravée avec la radiothérapie plus tard. Laurence, on aurait pu lui proposer ça à l'époque? Alors, je crois non, parce que c'était, si j'ai bien compris, c'était un cancer multifocal qui, partout dans le sein, donc malheureusement, on ne peut pas garder le sein. D'accord, mais dans la mesure du possible, aujourd'hui, vous privilégiez toujours d'essayer de garder le sein et de refaire, en fait, de faire la chirurgie plastique en même temps que vous enlevez la tumeur. Exactement. En une seule étape. Exactement. D'accord. Et dans le cas qu'on ne peut pas garder le sein,
on fait la mastectomie, c'est l'ablation de sein. Et là, aujourd'hui, on essaye de refaire le sein en même temps, qu'on appelle ça la reconstruction immédiate. Et bien sûr qu'on discute avec les oncologues, la radiothérapeute et le chirurgien en RCP. RCP, alors il faut dire aux téléspectateurs. Alors, RCP, c'est une réunion de concertation pluridisciplinaire. Voilà, c'est-à-dire on est tous ensemble autour de la table et on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, hein? Alors, à Gustave Roussy, bien sûr qu'on passe tous les dossiers en RCP pour discuter chaque cas par cas. Voilà. Donc, en prenant en compte, bien sûr, l'avis de la patiente aussi. Bien sûr, on a dit, hein. Bien sûr. Donc, avec les techniques actuelles, on peut presque faire la reconstruction mammaire immédiate pour toutes les patientes. Même si... Y compris si derrière on a de la chimio, de la radiothérapie, tout ça, on fait la reconstruction immédiatement. Et bien sûr. Aujourd'hui, la radiothérapie, la chimiothérapie, ils ne sont pas les contre-indications pour faire la reconstruction mammaire immédiate. Et bien sûr, c'est un choix concerté avec la patiente, le chirurgien qui choisit avec la patiente en fonction de facteurs de risque, des traitements ultérieurs pour trouver la meilleure technique pour la reconstruction. Les techniques, on y vient. Alors, les prothèses. Alors, aujourd'hui, on peut utiliser les prothèses qui sont déjà remplies en gel en silicone, toutes lisses. Et de plus en plus, on met les prothèses derrière la peau et pas derrière le muscle. Pourquoi ? Pour faciliter le rayon, la radiothérapie, et pour éviter les coques qui s'adoucissent les seins. D'accord. Je vous coupe, il y a beaucoup de femmes aussi qui se plaignent des douleurs sous les aisselles. Alors qu'est-ce qu'on a fait comme progrès aujourd'hui pour prendre en compte les douleurs sous les aisselles ? Alors, la chirurgie de sein pour le cancer de sein, ça consiste de 2 sites, c'est le sein et l'aisselle. Alors, on fait en moins le curage axillaire, ça veut dire l'ablation de plusieurs ganglions sous le bras, pour éviter le gros bras. Et on fait plus en plus le ganglion sentinelle. C'est le premier, c'est ça? C'est le premier ganglion qui ça peut être atteint en cas de cancer. Et grâce aux imageries comme le PET scan, l'échographie, on peut voir mieux en mieux ces ganglions. Une autre technique, la technique par lambeau. Bien sûr. Alors ça fait peur. Hein. Technique par lambeau, bon. Moi, je dis, oups. Donc on a parlé de prothèses. Ouais. Et là, on peut parler de tissu autologue. Voilà. Le tissu autologue, c'est les propres tissus. Son propre tissu, voilà, autologue. Voilà, de patient. On a des lambeaux et l'injection des graisses. Ouais. Alors le lambeau, c'est quoi? C'est on prend la peau, la graisse, quelquefois du muscle, ça dépend de zones sur le corps, soit le ventre, les cuisses, le dos, et on refait le sein avec. On essaye. Et c'est vascularisé en plus. C'est vascularisé, on prend le pédicule, l'artère et la veine pour être vascularisé. Soit c'est un lambeau pédiculé, ça veut dire la vascularisation est toujours intacte, comme le lambeau de dos, ça suffit juste de le tourner pour faire le sein, ou un lambeau libre. Pourquoi on dit libre? Parce qu'on prend les vaisseaux, on le détache complètement du corps, comme une greffe de rein par exemple, ouais. Et on rebranche par une technique de microchirurgie au niveau de vaisseaux de thorax. Ah, dites-moi, c'est une technique très très précise, ça. Oui. Comment vous faites ça? Avec des microscopes avec des microscopes et avec des loupes chirurgicaux aussi. Ouais. Et on fait plus en plus maintenant des chirurgies de reconstruction par un lambeau libre fascicutané, ça veut dire la peau et la graisse, pour éviter les séquelles fonctionnelles au niveau du muscle. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Pour faire un lambeau libre oui. ou Non, pour faire la technique du lambeau. La technique du lambeau, oui. Bien sûr, il y a des contre-indications. Le tabac, ça c'est numéro 1. Parce que les vaisseaux sont en mauvais état, c'est ça? Il y a beaucoup de risques de thrombose et échec complète de lambeau. D'accord. Et il s'agit d'une intervention longue et précise, et il y a plus de risque de phlébite et embolie pulmonaire. Donc le tabac, ça aggrave ce risque. Et aussi le tamoxifène.
il faut qu'on arrête le tamoxifène, minimum 1 mois avant l'intervention et 1 mois après, aussi pour les mêmes raisons, le thrombose et le phlébite. Alors, après, comme autre technique, il y a cette fameuse technique de graisse prélevée. Alors, est-ce qu'on a évolué sur cette technique ou est-ce qu'on est toujours obligé d'avoir ces injections sur plusieurs étapes? Alors, comme a bien subi, sûr Laurence. qu'on a évalué déjà. Comme on a dit qu'on essaye toujours de faire la reconstruction mammaire immédiate, même si on met en prothèse ou un expandeur, par exemple, c'est un ballon qu'on met et on gonfle petit à petit. Maintenant, on peut faire l'inverse. On gonfle l'expandeur et après, pourquoi on fait ça en fait? Pour garder l'étui cutané, pour garder la peau de sein. Et après, on commence à injecter les graisses qu'on prélève au niveau du ventre, les cuisses, par les positions. Et on dégonfle l'expandeur. Donc c'est l'inverse. C'est en fait, on commence, avant c'était, on a besoin plus de la peau. Là maintenant on a la peau. Il faut juste réduire et on remplace la peau par la... Et alors, est-ce qu'il y a des femmes qui se disent, tiens, bah, finalement, toute ma vie, j'ai eu envie d'avoir des plus gros seins ou des plus petits seins, et qui se disent, bah, on va en profiter? Est-ce qu'on vous fait ce genre de demande ou pas? Effectivement, ça nous arrive. Et tout à fait possible. Ouais. Tout à fait possible qu'on peut augmenter le sein sain. En même temps qu'on fait la reconstruction, on augmente la taille. Ou la diminuer, parce qu'il y a des femmes qui sont gênées par... Ou diminuer, les bien gros sûr. seins. Bien Vous avez eu envie de changer vos seins, vous, Laurence? Non, parce Non, qu'en vous y avez pas fait, ce qui pensé à s'est ça? passé, c'est qu'à la base, j'avais des petits seins, mais comme j'ai pris 35 kilos Ah avec oui, le à la traitement, fin, oui. je me suis retrouvée avec des gros seins. Donc j'avais déjà des gros seins. Ben justement, quand on utilise la technique d'oncoplastie, pour réduire le sein et remodeler le sein, Ouais. on fait le même temps la symétrisation qui est prise en charge aussi. Oui, pour parce que c'est l'autre sein, important, ça. pour faire la Ça, symétrie. c'est- entre Et alors, les deux donc, seins. c'est prise en charge, hein, vous le dites Oui, aujourd'hui. c'est prise en charge. Très, très important. La dernière avancée à Gustave Roussy, c'est que vous avez aussi fait des essais avec un petit robot. Oui. C'est tout ça? On a développé... Je fais bien le petit robot. Hein. Petit robot. Regardez. C'est ça. Le petit robot. On a développé le mastectomie reconstruction mammaire immédiate, repos assisté, avec préservation de l'aréole et le mamelon, et pas de cicatrice sur le sein. Mais il s'agit d'un essai thérapeutique. La cicatrice, elle est sous le sein, alors c'est ça? Non, elle n'est même pas sous le sein. Même pas. Alors, bah, elle est où? Elle est sous, bon, on peut dire au niveau thoracique, sous le bras. C'est juste là, caché, sous le soutien-gorge et sous le bras. Donc on ne voit rien sur le sein en fait. Mais toujours, il n'y a pas de marquage CE on pour le attend. robot, pour la chirurgie de sein. On attend toujours ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Laurence? Moi, je trouve qu'on progresse à la fois techniquement. Hein, on a parlé de ces prises de sang, ces biopsies liquides. On a parlé des analyses génomiques. On a parlé de la médecine prédictive, tout ça. Mais on a surtout parlé aussi de la prise en compte hein, de la vie des femmes, de leur apparence. C'est important parce que, comme je disais tout à l'heure, le cancer, c'est pas que la maladie. Et l'apparence compte beaucoup. Donc il faut guérir de la maladie, mais il faut guérir aussi de l'aspect physique. Parce que quand on se regarde dans la glace ou par rapport aux autres, on n'est pas guéri. Si on est chauve, qu'on n'a pas de cheveux, qu'on a pris 30 kilos, on n'est pas guéri. C'est pas nous. Donc on a besoin de se reconstruire entièrement dans toutes les facettes de notre vie. Barbara, elles vous le disent, ça, les patientes. En fait, je suis guérie pas simplement quand on m'a enlevé ma tumeur, mais je suis guérie quand je suis sortie en fait, de cette épreuve. Elles vous le disent, ça? Oui, ils nous le disent souvent et il faut l'écouter d'abord. Et je pense que c'est quelque chose qui a énormément de répercussions dans la vie au quotidien, dans la reprise du travail, dans la vie, dans la famille, avec les enfants, les conjoints. Donc il y a plusieurs aspects qui sont mis en discussion par tous les parcours que les patientes font pour guérir de leur cancer. Il faut tous les prendre en considération avec des parcours et des propositions qui soient un petit peu plus adaptées pour chaque patiente. Tout à fait. Et bah, avant d'opérer les patientes, c'est pareil, il y a une discussion humaine en fait. Bah, bien sûr, il faut. Bah, notre rôle, de donner tous les infos aux patientes. Et après, on arrive ensemble à trouver la solution. C'est pas. Il y a beaucoup de patients, par exemple, qui ne demandent pas la reconstruction mammaire immédiate.
Ben non, elle dit, voilà, moi je suis bien comme ça, je ne veux pas. Et il y a d'autres patientes qui n'arrivent pas d'imaginer son corps sans sein. Donc c'est vraiment psychologique et personnel. Oui, absolument. Alors moi, je n'ai pas eu le choix. On m'a dit pas de reconstruction avant 1 an et demi au moins, quand on m'a fait la mastectomie. Mais là, on parle de 2012. Oui, il y a eu beaucoup de progrès, et tant mieux. Il y a parce beaucoup que de progrès. j'aurais bien aimé cette Parce période-là. qu'à l'époque, c'est vrai, hein, quand on directement. entend radiothérapie post-opératoire, ah non, 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 on ne fait pas la reconstruction, on ne touche Ouais. pas. Hein. Ouais. Donc on a fait beaucoup de progrès, Ouais. y compris dans le dialogue. Hein. Vous l'avez dit Bien hein, sûr. tout à l'heure, vous avez dit, moi j'ai beaucoup parlé avec mon oncologue, et je pense qu'effectivement, il y a à la fois tous les progrès techniques qui ont pu être faits et qui vont être faits encore, le dépistage, la prise en charge, tout ça, mais le dialogue avec son médecin reste très important. Le dialogue aussi avec d'autres femmes au sein des associations. Oui. Voilà, c'est la fin de cette émission. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci Eba Askashnam, j'ai écorché votre nom. Pas au début, mais à la fin, je l'ai écorché. Vous êtes chirurgien plastique à Gustave Roussy. Merci Barbara Pistilli, vous êtes oncologue. Merci. Et merci à vous, Laurence, d'être venue témoigner sur le plateau. Voilà, bon courage à vous toutes. On vous aime les filles. N'oubliez pas le dépistage. À très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. D'ici là, portez-vous bien.